Un grand merci à vous tous pour votre présence, un grand merci pour votre participation. Ici, vous êtes au CNAM dans un amphi, donc vous l'avez compris, assez unique et chargé d'histoire. Et cette première table ronde a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de lancer l'école du numérique et de l'IA. Car au CNAM, depuis l'avènement de l'administratrice générale, il y a 4 écoles. Et vous avez la chance d'avoir Cédric, que je vais laisser te présenter, qui est directeur de l'école du numérique et de l'IA, et donc va nous expliquer ce que c'est cette école. Alors là, on va essayer de faire court. Donc, l'école du numérique et de l'IA, ça va regrouper toutes les formations, les unités, tout ce qu'on peut faire au CNAM qui traite du numérique au sens large. Donc, ça va aller des électroniciens, en passant par évidemment les informaticiens, en passant par les RH, en passant par tout ce qui va être confronté à l'outil informatique et à l'IA. Donc on est ravis de pouvoir organiser dans le cadre de cette école des rencontres, comment on appelle ça, des tables rondes notamment. Vous en aurez 3 organisées. Cécile a eu la gentillesse de prendre en charge l'organisation de ces 3 tables rondes sur des thèmes bien différents, autour de l'IA. Ces tables rondes ne sont pas numériques, c'est plutôt orienté IA. Voilà, donc il y a eu un cycle sur les transitions juste avant. Là, ça va être un cycle sur l'IA. Et donc, c'est la première de la première saison de cette école et donc la première table ronde de cette première saison. Donc, on est ravis de vous avoir. Je suis ravi que Cécile soit si bien occupée. Et nous avons donc 3 tables rondes passionnantes prévues, une là, une en mai et une en juin, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Merci beaucoup Cédric. Alors peut-être 2 éléments. Premier élément, c'est qu'il y a 3 autres écoles. Une école de la santé, une école de la transition écologique, voilà, et la 3e école qui est sur l'énergie. Voilà. Donc ce sont des écoles transverses. Et en plus de ces écoles, vous avez des verticales qui sont tous les grands domaines du CNAM. Et je voudrais aujourd'hui saluer le professeur William Dab, qui a pendant des années porté la verticale la santé au travail, et donc qui a créé cette chaire, qui est une chaire extrêmement renommée et qui est là pour former donc l'ensemble des auditeurs à tous les grands domaines de la santé au travail. Donc merci William d'être là. Donc voilà un petit peu, c'est l'histoire du CNAM sur les grandes formations. 2e élément, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la constitution de cet événement, avec France, elle n'est pas là, mais je voudrais vraiment qu'on la remercie, avec Aurore qui vient d'arriver, avec Atman, avec toute l'équipe de Sophie Gralet à la communication, et bien sûr tous ceux qui ont donc aidé sur l'organisation, un merci à eux. 3e élément, on ne va pas commencer par l'IA, parce que ça serait trop simple. Ça serait trop simple. On va commencer par quelque chose qui nous amène à l'IA, qui est un serious game, un jeu sérieux. Ce jeu sérieux, c'est un jeu qui a été créé par le professeur Gilles Garel et monsieur Benoît Petitprête. Et ce jeu, c'est une avant-première. Il ouvre la semaine prochaine sur la plateforme Fun, France Université Numérique, et il vous raconte l'histoire de l'innovation à partir du vélo. Et donc, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qui a demandé 6 ans de travail, avec, bien sûr, de l'IA à l'intérieur, avec des connaissances à la fois scientifiques et des entreprises. Et j'aimerais vous montrer le teaser. Alors, on appuie où ? On appuie là, et normalement, si j'appuie là, on va voir le teaser en grand. Voilà. L'histoire du vélo est une véritable mine d'or pour comprendre les processus de l'innovation sous toutes ses facettes. Innovation technique, innovation managériale, innovation économique, innovation sportive, innovation culturelle. Que diriez-vous de vivre l'aventure des pionniers du vélocipède pour mieux comprendre ces processus d'innovation ? Nous vous invitons à jouer au jeu sérieux Rêve de vélo. Vous serez transporté à Paris, à Grenoble, à Roubaix et à Toulouse au tournant des années 1860. Et vous incarnerez 3 personnages. Maurice, l'entrepreneur qui rêve d'innovation.
Adèle, la jeune artisane qui rêve de liberté, et Jeannot, l'ingénieur sportif qui rêve de victoire. À travers une bande dessinée interactive ponctuée de bilans pédagogiques, vous allez apprendre à organiser votre activité d'innovation, à comprendre le rôle des prototypes et l'importance de l'expérimentation dans ces processus, et puis à prendre des risques, quitte à échouer, pour mieux rebondir. Vous découvrirez les traits de personnalité des innovateurs. Vous comprendrez les processus de créativité et de gestion des connaissances dans l'innovation. Et vous comprendrez la dimension collective de l'innovation. Je suis Gilles Garel, professeur titulaire de la chaire de gestion de l'innovation du CNAM. Je suis Loïc Petit-Girard, professeur des universités en histoire des sciences et des techniques au CNAM. Alors, venez jouer à Rêve de vélo. Inscrivez-vous au MOOC Jouer l'innovation sur FunMOOC. Voilà, donc c'est un jeu sérieux qui est gratuit, qui ouvre la semaine prochaine et qui lui permet donc d'acculturer des collaborateurs à l'innovation et surtout, eh bien, pour jouer soi-même et apprendre en fait toutes les grandes techniques sur l'innovation. Donc c'était vraiment un petit clin d'œil. Voilà. Alors on continue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans cette première table ronde, on a des speakers exceptionnels que je voudrais vraiment remercier pour leur temps parce qu'ils ont préparé, ils ont même fait des vidéos avant, après, pendant, ils sont biberonnés à l'interview et je vais leur céder la parole pour qu'ils se présentent et peut-être qu'ils nous redisent quel est le message qu'ils veulent développer pendant cette table ronde. Alors, Grégoire, on commence. Qui commence ? Allez, on y va. Je m'appelle Grégoire Dupelou. Je suis directeur de l'innovation et de la transformation pour Tata Consultancy Services, TCS en France. Alors TCS, tout le monde connaît peut-être pas. Nous sommes la deuxième entreprise de services numériques dans le monde, 600 000 personnes, et nous faisons partie de Tata, qui est le premier groupe indien. Et pour faire simple, notre rôle, c'est d'accompagner nos clients qui sont souvent des grandes entreprises, des grandes organisations, souvent internationales, à préparer le futur, c'est-à-dire à créer de la valeur pour leur business, leurs clients, leur personnel, pour la société, et en mobilisant de l'innovation, des technologies. Mon message, c'est autour du travail. C'est comment est-ce qu'on utilise l'IA pour adapter le travail aux gens et pas l'inverse, ce qui a pu être fait dans le passé, parce que moi je crois fondamentalement que le futur, on parle de l'IA évidemment, mais le futur c'est aussi l'humain, et donc c'est l'IA pour l'humain. Voilà mon message pour ce soir. Merci Grégoire. Tata Consulting est une entreprise extrêmement connue, en tout cas Tata Conglomérat en Inde, c'est une des plus grandes entreprises internationales. Tata Consulting est très connue également, ça fait partie de la deuxième grande entreprise en conseil au niveau international. Et donc c'est passionnant d'avoir le regard sur des pratiques aussi interculturelles. Donc en tout cas, merci. Peut-être préciser aussi qu'en France, on a 8000 personnes qui travaillent pour les clients français et 1600 ici en France sur le territoire, donc à Paris, à Poitiers, maintenant à Toulouse. On vient d'ouvrir un centre à Toulouse, donc on est aussi en train d'investir depuis plusieurs années sur le territoire français pour être au plus proche des entreprises françaises. Merci. Merci beaucoup Grégoire. Alors Agnès. Alors moi je suis vous m'entendez, c'est bon ? Ouais. Je suis Agnès Strain-Pommel et je suis directrice du Change Management chez BNP Paribas à la RH. Alors le Change Management, c'est comment on accompagne les transformations des entreprises et comment on embarque les collaborateurs dans cette transformation. Et donc, vous voyez certainement le lien avec l'IA. On sait que l'IA va transformer nos manières de travailler. Et nous, on est convaincus que c'est important d'embarquer tout le monde. Ce n'est pas un petit groupe de personnes chez BNP Paribas qui vont faire l'IA. C'est l'ensemble des collaborateurs. Donc, comment on embarque les collaborateurs dans cette transformation, comme on a connu d'autres transformations sur le digital, sur l'hybride, etc. Donc comment on embarque. Et puis l'autre chose, c'est
comment l'IA va nous permettre aussi de mieux servir nos collaborateurs. Donc comment on améliore l'expérience collaborateur en mettant de l'IA dans certains de nos services, et comment on est aussi plus efficace grâce à l'IA. Voilà, donc l'ARH, mon message sera de dire que l'ARH, dans la transformation IA, c'est très important. On pense beaucoup IT, on pense beaucoup data, mais l'ARH est clé. Merci beaucoup Agnès pour ce message clair qui valorise les RH en tant que fonction exemplaire de transformation avec l'IA et en tant bien que levier moteur des transformations de tous les métiers. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, moi c'est Michel Lutz, je suis donc, désolé pour l'anglicisme, je suis Chief Data Officer chez Total Energy. En gros, je suis en charge des grands chantiers de transformation autour de la gestion de la donnée et du déploiement de l'intelligence artificielle chez Total Energy. Et moi, ce que je vais développer ce soir, c'est tout simplement expliquer comment nous, on utilise et on déploie de plus en plus d'intelligence artificielle dans la compagnie Total Energy, sachant que nous, on est un peu dans une double évolution de la compagnie. D'une part, vous le savez, le monde de l'énergie change beaucoup. Donc nous, Total Energy a une grande transformation d'une entreprise qui vient plutôt du monde des hydrocarbures à devenir une entreprise multi-énergie. Donc on a une grande transformation de métier pour construire les systèmes énergétiques de futur avec besoin de toujours de plus d'énergie, mais avec toujours moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et on a cette transformation IA data qui vient en parallèle de ça et qui est un vrai levier pour nous de transformation, parce que finalement, ces grands enjeux de l'énergie, on les relève évidemment avec beaucoup d'ingénierie. On a une entreprise d'ingénieurs, mais aussi l'utilisation de la donnée et de l'IA, c'est des vrais leviers pour être plus performants et optimiser nos processus. Donc voilà, c'est un peu ça que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Merci Michel, ça va être passionnant parce que le volet énergie est très important quand on parle d'IA. Et puis quand on a une très belle entreprise comme Total Energy qui s'est transformée, qui se développe, on va pouvoir apprendre. Merci. Et puis Romain. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Ravi d'être ici, merci beaucoup. Moi, je suis dans la data et dans l'IA depuis 2013. Et depuis 3 ans, je m'intéresse à l'IA générative. Je suis devenu spécialiste de ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que l'IA générative permet de faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'est-ce que ça change dans le domaine de l'informatique. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Génial. Alors, bon, Romain n'a pas tout dit. Il adore la philosophie et donc c'est quelqu'un qui écrit sur la philosophie et l'IA et donc ça sera très intéressant de pouvoir aussi le questionner sur toutes ces idées, puisqu'en fait la philosophie, ça nous ramène aussi à l'Antiquité et aux grands penseurs. Donc j'espère qu'il y aura aussi des questions là-dessus. Voilà, donc j'en profite également donc, pour vous expliquer qu'il y aura donc 2 autres tables rondes, une en mai, le 15 mai, et une en juin. Donc si vous voulez venir en présentiel, il faut s'inscrire. Et bien sûr, elles seront également sur la chaîne YouTube du CNAM, sur le LinkedIn. Et donc vous aurez des points de vue différents sur tout ce qui est learning et tout ce qui est IA responsable. Donc, un grand merci à toutes les entreprises qui donnent de leur temps et de leurs connaissances pour partager avec tous. Et merci, je ne le répéterai jamais assez, à l'équipe du CNAM, et France en particulier, qui a organisé donc, ce bel événement. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Cécile Dejoux, je suis professeure des universités au CNAM. Je suis également en charge des filières RH, ici, et du master GRH et transformation numérique. Et je travaille avec toute une équipe. Et donc là, je salue Olfa Grezel, qui est dans l'équipe donc des enseignants-chercheurs du CNAM et qui s'occupe de toute la partie rémunération, intelligence collective et l'IA du futur, on peut dire ça. Et donc, on a plein de formations dans notre filière sur toutes les nouvelles pratiques RH. Et si vous voulez aller plus loin après la conférence, vous avez un MOOC gratuit qui s'appelle « Ce sera l'IA générative et moi » et qui est encore ouvert quelque temps sur Fun. Vous allez avoir aussi un certificat. Donc ça, c'est une micro-certification. C'est tout à distance, tout en asynchrone, super rapide et surtout extrêmement professionnel, puisque ce sont des entreprises qui pratiquent et qui partagent leurs pratiques. Donc on a des entreprises qui donnent des cas d'usage et on travaille sur les basiques, les modes d'emploi et les cas d'usage.
Voilà, donc on va commencer la table ronde. On va laisser cette slide avec la première question. Je vais poser quelques questions. Nos speakers vont pouvoir y répondre de façon totalement aléatoire et poser des questions entre vous. Ça sera le challenge de la soirée. Et puis ensuite, on vous passera le micro pour que vous puissiez intervenir également si ça vous va. Donc, première question, moi j'aimerais savoir comment aujourd'hui, en 2025, l'IA dans vos entreprises, et l'IA générative qui n'a que 2 ans, c'est quand même un bébé, a changé les pratiques, les modèles économiques et les métiers. Si vous pouviez chacun nous donner un exemple précis de ce qui se fait chez vous et de ce qui a changé. Qui veut commencer? Ne vous battez pas. J'ai un micro. Allez, on y va. Qu'est-ce qui a changé? Des exemples pratiques. Pour revenir sur ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a 3 choses qui changent principalement avec l'IA générative depuis fin 2022. C'est 1, on peut aller chercher de l'information en dehors des bases de données. Avant 2022, pour chercher de l'information, on cherchait de l'information dans des fichiers structurés, des tableaux Excel ou dans des bases de données structurées par une DSI. Et on ne pouvait pas chercher de l'information ailleurs. Désormais, on peut aller chercher de l'information dans des textes, dans des images, dans des vidéos, dans des sons et dans des fichiers non structurés, des emails ou des choses comme ça. Donc ça c'est un grand changement. Et donc ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? On a aussi aujourd'hui la possibilité d'aller chercher de l'information sur Internet. C'est-à-dire on pose la question à l'ordinateur qui va chercher, lire Internet et récupérer de l'information. Alors 2 exemples d'usage pratique de ça. Avant d'aller dans un rendez-vous commercial, moi maintenant je pose la question à une IA de qu'est-ce qu'il faut que je connaisse de la personne que je vais rencontrer, quel est son CV, et je donne aussi à l'IA une liste de différentes entreprises ou de différentes personnes que je connais et je lui demande est-ce que les gens se connaissent entre elles et quels seraient les sujets à discuter. Ça c'est un premier exemple. Et puis un deuxième exemple que je fais régulièrement dans mon métier, c'est répondre à des appels d'offres. Et dans la réponse à des appels d'offres, vous avez énormément d'administratifs à faire, avec des fichiers à remplir, avec des questions et des réponses. Généralement, ces réponses-là sont soit sur Internet déjà, dans le site web de l'entreprise, soit dans les documents internes. Et maintenant, je pose la question à l'IA d'aller chercher sur Internet et les documents internes pour remplir les réponses aux questions toute seule. Merci. Donc, très concret. Vous avez l'extension du réseau qui connaît qui et vous répondez aux appels d'offres avec l'IA. Fantastique. Merci. Grégoire, peut-être? Bien sûr. Alors déjà peut-être, effectivement, on parle d'IA générative. En fait, l'IA, ça fait effectivement, nous, ça fait presque 10 ans qu'on travaille dessus. Donc, notamment tout ce qu'on appelait machine learning pour des cas d'usage de simulation. Michel va probablement revenir là-dessus, qui permettent d'optimiser un certain nombre de processus dans les entreprises. En fait, ce qui a changé depuis 2 ans, c'est la démocratisation de l'accès à l'IA. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le monde en parle. C'est parce que maintenant, c'est à portée de main de tout le monde. Et notamment, ça vient manipuler de la connaissance qui jusque-là était de la connaissance un peu tacite, qui pouvait être dans des documents ou qui permettent d'échanger de l'expertise plus facilement. Nous, pour structurer un peu les cas d'usage et la façon dont on voit ça déployé dans les entreprises, on distingue trois étapes ou 3 niveaux en fait. Le premier, c'est de l'assistance. La deuxième, c'est l'augmentation. Et la troisième, c'est vraiment la transformation et réimaginer comment le travail peut être fait entre les équipes, les humains et les IA demain. Sur de l'assistance, c'est très simple. Si vous êtes ici, vous avez probablement tous utilisé ChatGPT. Dans les entreprises, la plupart des grandes entreprises maintenant déploient leur équivalent. C'est leur propre GPT souvent pour éviter qu'il y ait des fuites de données confidentielles. Ou alors elles utilisent des outils maintenant du marché type Microsoft Copilot. Voilà, ça vous permet de trier vos mails, de faire des résumés, de participer à une réunion et d'avoir un résumé de cette réunion et d'automatiser un certain nombre de tâches que vous avez, et ça permet aussi de chercher de la connaissance dans les bases de données de l'entreprise. Il
Il y a des choses qui sont un peu plus avancées, mais qui sont toujours dans le domaine de l'assistance. Par exemple, nous, on a travaillé avec une entreprise de services techniques en France, donc ils maintiennent des équipements industriels dans des environnements très variés, et ils doivent connaître les normes, le fonctionnement de ces équipements. Jusqu'ici, les techniciens, quand ils avaient un doute chez un client, ils étaient dans une usine, en fait, ils appelaient les experts. Ce qu'on a fait pour eux, c'est de digérer en fait toute la documentation technique et les normes, par exemple les normes de sécurité incendie, pour pouvoir leur donner un assistant qui est dans leurs mains, sur leur téléphone portable ou sur leur tablette, et qui permet d'avoir accès très rapidement à tous ces documents, en pouvant évidemment certifier la validité de l'information, parce que dans ce cadre-là, c'est très important de ne pas avoir d'hallucination et que l'information soit exacte. Ça peut être des choses plus sophistiquées. Par exemple, dans la pharmacie ou dans la recherche, nous on travaille avec des laboratoires, et récemment nos équipes ont travaillé par exemple sur des assistants qui permettent en fait d'accélérer la validation, la découverte de molécules. C'était une équipe qui travaillait sur le cancer. Ils cherchaient une molécule qui agisse sur un type particulier de protéines cibles, et il n'y avait pas de base de données existante. Et donc, ils ont utilisé de l'IA générative pour pouvoir justement permettre de scanner les propriétés qui étaient ciblées sur la protéine, cibler pareil les propriétés qui étaient nécessaires sur les molécules. Et ça a permis en quelques jours en fait de passer d'identifier 12 000 molécules et ensuite d'en trier 12 qui ensuite sont passées dans des essais in vitro. Donc ça a fait gagner des mois de recherche à cette entreprise. Donc ça, c'est l'assistance. Ensuite, on a l'augmentation. En fait, l'augmentation, c'est les agents. Si vous avez suivi l'actualité, on parle beaucoup d'agents en ce moment. En fait, l'assistant, vous lui posez une question, il vous répond, vous lui donnez une tâche, il l'a fait. L'augmentation, c'est des agents qui disposent d'une certaine autonomie, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous leur fixez un objectif et derrière, vous leur donnez accès à des bases de connaissances et puis vous leur donnez accès à des outils. Donc ils sont capables de prendre des actions. Pour vous. Ils ont une certaine autonomie. Et après, évidemment, en fonction de la façon dont vous avez configuré, ils mettent ce qu'on appelle human in the loop. Ils mettent l'utilisateur ou ils engagent un workflow quand il y a besoin d'avoir une validation. Donc un exemple là-dessus, on en voit nous beaucoup dans les services clients. Par exemple, on a un client qui est un distributeur de matériel électronique. Le service client aujourd'hui, la première ligne est principalement gérée par des agents. Ils gèrent 30 000 interactions de chat par jour, et à 90%, les agents sont capables de repérer l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce qui est demandé par le client, et soit de lui répondre, soit d'engager l'action qui va bien, et notamment de le router au bon service dans l'entreprise. Et tous ces agents en fait se multiplient, parce qu'évidemment, ça permet de gagner énormément en efficacité et de déléguer les tâches. Et puis, la transformation, ou comment est-ce qu'on pourrait réimaginer le travail à partir de ça? Pour l'instant, nous, c'est plutôt des cas exploratoires qu'on a. Par exemple, dans notre lab, dans notre hub d'innovation à Paris, on travaille avec nos clients sur comment est-ce que demain, par exemple, on peut imaginer qu'on n'a pas un agent, mais on peut avoir plusieurs agents spécialisés qui peuvent travailler ensemble, et évidemment qui peuvent travailler en collaboration avec les équipes de différents services dedans. Et donc ça permet d'échanger, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, vous travaillez dans un service A et vous avez besoin du service B, vous déléguez à votre assistant le soin d'aller contacter le service B pour obtenir quelque chose. Par exemple, vous avez besoin d'acheter quelque chose, et le service achat a créé un agent qui permet d'automatiser le process, et que ça permet d'éviter d'avoir à fonctionner par email ou par coup de téléphone ou en remplissant des tas de demandes compliquées. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais aussi en introduction que la vision, c'est aussi d'adapter le travail aux gens, c'est-à-dire que dans les entreprises, pour tous ceux qui ont travaillé notamment dans des grandes entreprises, en fait, vous avez probablement expérimenté qu'en fait, lorsque vous rejoignez une entreprise, on vous donne un certain nombre d'outils d'accès, vous avez accès à l'intranet, vous avez accès à des applications, etc. Mais c'est à vous de vous adapter. Vous devez comprendre comment ça fonctionne, vous devez comprendre où aller, vous devez comprendre les process métiers qu'il faut appliquer, où est-ce que vous trouvez les validations. Et ça, c'est très compliqué, et plus l'entreprise est grosse, plus c'est compliqué, ça génère beaucoup de friction en interne.
avec de l'IA, on peut très bien imaginer que demain, vous avez votre assistant personnel qui vous connaît, qui est contextualisé, et c'est lui qui va gérer cette complexité, d'aller se connecter dans l'entreprise et d'aller vous chercher l'information dont il y a besoin, d'engager le process dont vous avez besoin, et donc de simplifier énormément et de permettre aux gens en fait, de se concentrer sur des choses à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Donc assistant, co-création, augmentation et transformation. Impressionnant. Donc vous avez bientôt tous votre assistant, Grégoire nous le dit, donc il faut le créer maintenant. Agnès, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a peut-être un exemple sur ce que l'IA et l'IA générative apportent, transforment dans les métiers? Je peux peut-être dire, chez nous, chez BNP Paribas, vu de la RH, ce qui a vraiment été transformant, c'est, comme le disait Grégoire tout à l'heure, c'est cette bascule en 2023, en 2022, fin 2022, avec l'arrivée de ChatGPT qui a vraiment démocratisé l'usage de l'IA. Jusqu'à maintenant, l'IA était quand même très réservée à un petit cercle de spécialistes. Avec ChatGPT, on pouvait commencer à interagir avec une IA. Et à partir de là, on s'est dit, nous, au niveau de la RH, là maintenant, il va falloir qu'on embarque l'ensemble des collaborateurs là-dessus, sur cette utilisation. Et donc, d'abord, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a dit ChatGPT, on ne peut pas l'utiliser chez BNP Paribas. On a la sécurité des données de nos clients, de nos collaborateurs. Il n'est pas question que tout ça aille fuiter sur un immense cloud, on ne sait pas où ça part. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser dans le cadre professionnel, mais par contre, il faut qu'on y aille. Et donc, il y a eu une organisation, une gouvernance qui a été mise en place avec les équipes IT, avec les équipes data et les équipes RH, pour voir comment, pour embarquer les collaborateurs, on pouvait y aller. Et donc très vite, on a créé des règles, et puis des règles de cas d'usage, et puis aussi des formations de base pour que les gens se sentent à l'aise. Mais nous, par exemple, à la RH, qu'est-ce que ça change? Alors, on sait que la RH est un métier qui est extrêmement riche en données et qui est plus ou moins digitalisé, mais quand même très très riche en données. Et donc, automatiquement, l'IA générative va nous permettre d'apporter des services beaucoup plus personnalisés à nos collaborateurs. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore déployé des outils de manière très large, on est plutôt en test, on regarde, et on sait par exemple que l'IA peut nous aider et fait très bien des résumés. Donc quand on est en entretien avec un collaborateur, on peut très facilement confier à l'IA de faire le résumé, ce qui permet à notre, on appelle le HR business partner, la personne qui est en interaction avec le collaborateur, d'être détaché, il n'est pas obligé de prendre des notes, il est vraiment complètement en échange avec le collaborateur, et il sait qu'à la fin, il récupérera une petite synthèse de l'entretien. C'est très riche. Il y a aussi la possibilité de pouvoir publier des fiches de poste beaucoup plus simplement. Avant, c'était compliqué. Quand on est manager, on ne publie pas tous les jours une fiche de poste. Là, maintenant, on peut aller chercher facilement un modèle et on le génère grâce à l'IA générative. Voilà, ce sont des exemples. On est plutôt dans des exemples d'assistance. Tu en parlais, c'est la première étape. Des exemples d'assistance aux collaborateurs et aux équipes RH. Alors, très intéressant parce que, voilà, on est au début, ça ne fait que 2 ans, mais peut-être que le futur va aller très très vite. Alors, Michel, qu'en pensez-vous? Moi, peut-être juste avant de parler d'IA générative, je veux peut-être juste bien revenir sur l'IA non générative, parce que je pense que c'est quand même hyper important de ne pas l'oublier, parce que c'est quand même la réalité de ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, parce que ça répond à plein de problèmes, sur certains problèmes mieux que l'IA générative, avec des propriétés mathématiques, des propriétés de robustesse connues, souvent avec beaucoup plus d'efficacité énergétique aussi. Donc en gros, nous, on utilise beaucoup d'IA non générative chez Total Energy, surtout sur des problématiques industrielles, depuis longtemps, en fait, depuis les années 90 dans le domaine des géosciences, du raffinage. Et aujourd'hui, globalement, ça se déploie beaucoup. On a des milliers de modèles d'IA non générative. Donc peut-être juste savoir aussi ce qu'on emploie par IA non générative. Donc c'est des méthodes d'apprentissage statistique, d'optimisation, de recherche opérationnelle. Et puis on combine tout ça ensemble. Donc nous, on utilise, voilà, on a des milliers de modèles. Globalement, comme je l'ai dit dans l'introduction, on met ça au service des gros enjeux de l'énergie d'aujourd'hui. Donc d'une part, sur les opérations industrielles, on utilise de l'IA pour
maximiser l'efficacité des opérations industrielles, limiter les émissions de CO2, diminuer les émissions de CO2 en trouvant des modes de fonctionnement optimum, etc. Donc ça, c'est un des grandes typologies d'usage. Et après, l'autre typologie d'usage où il y a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d'activités, c'est mettre l'IA au service aussi de la production d'énergie renouvelable. Donc chercher, par exemple, faire de l'analyse d'images satellites pour trouver les meilleurs emplacements pour mettre des panneaux solaires. Puis après, on l'utilise aussi pour la production de renouvelables. Donc on a par exemple un centre à Montpellier qui récupère toutes les données de tous les sites de production solaire ou éolien de Total Energy. Puis on a des modèles d'apprentissage statistique et de modélisation physique qui permettent de voir si tout se passe bien ou s'il faut changer les plans de maintenance, etc. Donc ça reste important. Après, effectivement, l'IA générative, c'est un gros sujet qui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, ça change surtout toutes les IA dont j'ai parlé avant, c'est quand même effectivement réservé à des experts pour des problématiques très précises. L'IA générative, ça permet d'accéder, comme tu l'as dit avant, à d'autres informations. Par exemple, dans le domaine industriel, maintenant, c'est super parce qu'on a accès à, par exemple, tous les documents techniques sur les retours d'expérience en industrie. Maintenant, on peut facilement requêter ces données. Ça ouvre aussi la porte à des domaines métiers qui étaient un peu moins consommateurs d'IA, tout ce qui est fonction support, RH, effectivement, comme tu l'as dit. Et puis, il y a ce côté démocratisation. Donc, nous, on est très engagé là-dedans. On a un comité exécutif qui y croit beaucoup et on a je ne sais plus qui parlait de Microsoft Copilot, on a un déploiement très massif de Microsoft Copilot, on déploie plus de 30 000 licences, donc en gros à peu près toutes les personnes qui travaillent avec un ordinateur au quotidien ont accès à ce Copilot et donc peuvent avoir cet outil pour mieux travailler au quotidien. Et effectivement, moi je suis assez surpris en fait de voir la créativité des gens quand on leur met ces outils dans les mains. Quand je vois mes collègues, je vois ce qu'ils imaginent avec ce Copilot couplé à leur environnement Microsoft. Je suis hyper impressionné en fait. Quand on forme les gens et qu'on leur donne des outils, ils sont aussi capables de faire des choses incroyables. Ah oui, ça c'est passionnant parce qu'en fait c'est vrai que l'outil ne crée pas le cas d'usage, mais en tout cas il peut donner les premiers pas. Alors avant de passer à la deuxième question, puisque je n'aurai quand même que 3 questions, je voudrais quand même revenir à la définition. La définition de l'IA et de l'IA générative. Nous sommes dans cette première table ronde et c'est important de poser les bases. Alors, le mot IA, il ne date pas de 2025, il date de 1956. Il a été créé aux États-Unis dans un colloque scientifique à Dartmouth, où en fait des chercheurs se sont rencontrés et voulaient trouver en fait un mot pour définir une science qui pourrait expliquer comment les robots peuvent régler des problèmes humains. Et donc, ils ont créé aux États-Unis ce mot intelligence artificielle, qui est en fait une très mauvaise traduction parce que ça ne veut pas dire le I intelligence, ça veut dire information. Comme quand vous regardez votre série à la télé sur la CIA, c'est pas de l'intelligence, c'est de l'information. Et donc, c'est vraiment en fait comment l'information peut aider à faire des actes comme des actes humains. Ensuite, il y a eu plein d'avancées scientifiques et puis des grandes déceptions. On appelle ça des hivers, on appelle ça des étés. Et il y a eu donc des grandes tendances. En gros, pour aller vite, parce que j'ai peu de temps, il y a 2 grandes tendances. La première tendance, c'est l'IA historique. On appelle ça le système expert. On a une théorie, on a des règles et on a un livrable. On n'a pas besoin de beaucoup de data et tout est vérifiable. Et puis, à partir des années 2000, on a eu l'inverse. Beaucoup de data qui nous viennent des objets connectés, d'Internet, de partout. Et là, des techniques, donc, avec du machine learning, du réseau de neurones, etc., qui, à partir de la data, ont créé, à partir d'algorithmes, des nouveaux usages. Et donc là, dans ce deuxième champ, on a eu plein de pratiques, et c'est dans ce champ que s'inscrit l'IA générative. Donc, l'IA, c'est facile. 4 autoroutes, 4 verticales. 1, ça fait du texte, de la traduction, de la synthèse du contenu. 2, ça fait de l'image. On vous reconnaît votre petit visage, ou on va au supermarché, on sait que vous avez pris le pot de yaourt, que vous avez mis dans le caddie, vous êtes débité sur votre carte bleue, vous n'avez eu personne. Reconnaissance, computer vision. 2e verticale. 3e autoroute, les robots. Alors, les robots, c'est top, parce qu'il y a les robots humanoïdes, les petits avatars, le cobot, c'est le bras qui va dans l'entrepôt prendre la grosse caisse chez Amazon, et puis vous avez tous les robots virtuels, les fameux RPA, Robot Process Automation, et tous ses copains, les nouvelles générations, dont les agents dont parlait bien sûr Grégoire. Ça, c'est la 3e autoroute. Et dans la 4e autoroute, on a la connaissance. Et avec de l'IA,
comme le disait très bien Michel, on peut faire de la prévision, du pronostic, des signaux faibles et plein de choses. Et c'était toutes ces sciences. Et quand on était expert d'un domaine, on n'était pas de l'autre. Il fallait des années, bien sûr, de connaissances. Arrive 2017. Et en 2017, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les scientifiques et la recherche chez Google créent un article, les transformers. Et là, ils créent la base des Large Language Models, LLM. Mais ce n'est pas Google qui est arrivé le premier sur le marché, c'est son concurrent Microsoft avec OpenIA qui arrive. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent 2022 ChatGPT. Incroyable, absolument pas fini. Le 3 était vraiment un draft, mais c'est ça l'informatique. On débug pour qu'on ait des nouvelles générations. Bref, ChatGPT arrive, des versions nouvelles toujours meilleures, des concurrents, un marché, tout le monde utilise, c'est extraordinaire, et on arrive là avec les premiers usages d'IA générative. Et donc ce qu'il faut bien comprendre dans l'IA générative, ce qui change, c'est que nos 4 autoroutes, le texte, l'image, tout ce qui est sur les robots et tout ce qui est sur la connaissance, avant, c'était des parallèles, c'était des autoroutes qui ne se touchaient pas. Au mieux, on les avait dans la voiture autonome, avec un peu de texte, bien sûr, du robot, etc. Mais là, ce qui change, c'est qu'en fait, c'est tout intermodal. Et dès que vous mettez un bout de texte, vous pouvez ressortir avec de la vidéo, avec du son, avec du code, et ainsi de suite. Ça se parle. Et donc, grâce au prompt, où vous dialoguez avec la machine, vous pouvez mettre une image, et ça vous ressort une fiche de poste. Vous pouvez mettre un PDF, et ça vous ressort une vidéo, etc., etc. Ce que ça change, c'est la démocratisation et le fait que toutes ces 4 parallèles, elles se parlent entre elles et elles créent entre elles. Et donc, on a des usages merveilleux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau monde. C'est un monde dans lequel vous avez la chance d'être présent pour créer les nouveaux territoires et les nouveaux usages. Donc, ma deuxième question, comment on fait pour embarquer les collaborateurs pour qu'ils créent les usages? Parce que ce n'est pas quelque chose de top-down, c'est quelque chose qui doit venir d'en bas, des pratiques, des métiers. Alors, c'est quoi la réponse? Allez, Agnès. Alors, ce qu'on s'est dit chez BNP Paribas, un des objectifs, c'est de s'assurer que l'IA s'inscrivent dans les pratiques du travail au quotidien pour tout le monde. Par contre, tout le monde ne va pas utiliser l'IA de la même manière. Les leaders, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent les modèles d'IA, qu'ils sachent dire, dans ce cas-là, l'IA générative va être utile, l'IA traditionnelle va être utile, ou sinon c'est le RPA, etc., etc. Donc, que les leaders aient les clés pour bien décider, que les experts aient les clés et les bonnes compétences pour pouvoir continuer à développer les bons modèles d'IA. Et donc, on sait que ça bouge tout le temps, donc il faut constamment les former. Donc, avoir des parcours de formation en continu pour nos experts. Et enfin, les collaborateurs, il faut qu'ils soient à l'aise dans l'utilisation des outils. On n'a pas besoin que ce soit tous des codeurs, bien sûr que non. Il faut qu'ils soient à l'aise dans l'utilisation des outils, il faut qu'ils sachent prompter, il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire, comment ils peuvent le faire, sur quel outil ils peuvent aller. Voilà. Et donc, à partir de là, on a décidé de créer une Tech Academy. Une Tech Academy qui va regrouper l'ensemble des parcours de formation que l'on a prévus pour le whole staff. Donc on va créer un socle de compétences pour l'ensemble des collaborateurs. Je sais prompter, je sais les bonnes règles, c'est-à-dire quels sont les outils utilisés, qu'est-ce que je dois vérifier, parce que ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est que le collaborateur, au final, il soit en supervision de l'IA. Il ne laisse pas l'IA envoyer un email à son client, bien sûr que non, c'est à lui de vérifier que ce qui est raconté, ce qui est dit, c'est vraiment l'humain qui décide. Il y a donc toute cette base qui est pour l'ensemble des collaborateurs, les parcours de formation, de reskilling et d'upskilling en permanence pour nos experts, les bons parcours qui vont bien pour nos leaders, et en même temps, on a prévu un 4e module pour les managers, pour les personnes qui portent en fait la transformation au plus près des équipes. Et il faut qu'on les équipe, il faut qu'on les aide à expliquer c'est quoi l'IA. Ce qu'a fait Cécile tout à l'heure était formidable. C'est typiquement quelque chose qui puisse raconter ce qu'est l'IA, expliquer,
un peu aussi rassurer, hein, parce qu'on voit quand même beaucoup d'articles qui disent « Ah là là, l'IA, ça va remplacer tout le monde, etc. etc. » Nous, on ne voit pas ça, hein, ce n'est pas notre conviction du tout. Donc il faut aussi expliquer ce qu'on fait pour que les collaborateurs aient envie d'y aller et ensuite de tester. Je suis d'accord avec toi, c'est important qu'après, on leur laisse la possibilité de tester, de se rendre compte de ce qu'ils peuvent faire et de voir comment ils peuvent interagir avec l'IA. Donc c'est un peu cette combinaison de formation individuelle, plutôt théorique, de tests sur le terrain, et puis aussi de transformation collective en embarquant les managers, en embarquant aussi des communautés de spécialistes. On a des spécialistes de l'IA qui font des conférences, qui vont intervenir dans les réunions d'équipe pour expliquer ce qu'ils font, et comme ça permet vraiment d'apporter plus de transparence et de rassurer les collaborateurs autour de ce qu'est l'IA. Merci beaucoup Agnès. Alors la dernière question, avant de vous donner la parole, pour qu'on garde le timing, c'est quel serait votre message pour des personnes qui veulent monter en compétences, qui veulent se former, qui veulent en fait apprendre mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre? Quelles compétences il faut développer demain pour pouvoir être embarqué, engagé et être acteur de l'IA? Quels seraient vos conseils? Grégoire, et après Romain, et on finit par Michel. Alors sur les compétences de demain, moi en lisant en fait, je suis retombé sur un peu la définition qu'on avait appris à l'école de l'honnête homme au XVIe siècle. Ça me paraît assez proche des compétences de demain qu'il faut développer pour l'IA en fait. Et l'honnête homme, il y a trois choses. Il y a une culture générale étendue. Il y a des compétences et des qualités sociales, et il y a une valeur morale en fait. Donc, pourquoi c'est important? La valeur morale, c'est important parce que en fait, l'IA, c'est un outil où on peut tout faire. Après, il y a un coût financier, il y a un coût environnemental, et on peut se perdre aussi dans l'exploration. Et Agnès disait ça, en fait, le rôle du leadership est très important parce que dans les entreprises, la transformation, elle commence par une mission, et elle commence par dire finalement quelle valeur on veut créer en fait. Et ça, je pense que c'est important. Et ça, c'est un peu le guide en fait, la boussole de dire finalement quelle transformation on a envie d'apporter dans le monde. Et Michel parlait de la transition énergétique. Voilà, et nous, on a des clients qui viennent et qui cherchent à explorer un peu. On cherche à les guider pour se dire finalement c'est commencer par la stratégie et finalement à quoi ça peut servir. Donc ça, c'est la première question qui est importante. La deuxième, c'est sur culture générale, que l'IA, on se dit, c'est quelque chose de technique, il faut savoir développer. Et en fait, justement, l'avantage des nouvelles générations d'IA générative, c'est précisément ça démocratise. En revanche, il y a des outils qui aident, par exemple GitHub Copilot, qui aident les développeurs à coder, ou même des outils qui peuvent vous aider en no-code à développer une application. Mais nous, ce qu'on voit chez nous, c'est que vous mettez un développeur junior et un développeur expérimenté et leur donnez les mêmes outils d'IA, le résultat est absolument pas le même. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a un qui a développé aussi des notions d'architecture et qui sait conceptualiser en fait son projet. En fait, il sait le découper, il sait ce qu'il veut obtenir, il sait comment ça doit s'intégrer. Et donc ces compétences en fait d'architecture, que ce soit d'architecture technique ou de l'architecture fonctionnelle, comment est-ce que toutes les choses doivent s'articuler, c'est extrêmement important de maîtriser ça. Et donc en fait, c'est en termes de compétences, c'est développer une culture scientifique, une culture technique, de comprendre en fait comment ça fonctionne. En fait, vous n'avez pas besoin de connaître en détail le fonctionnement de ce qui est derrière chaque outil, mais en revanche de comprendre comment ça fonctionne. Et puis la dernière compétence, et ça c'est hyper important. Enfin, moi, ça me semble hyper important dans les entreprises, c'est le fait que la création, l'innovation, en fait, c'est un exercice collectif. C'est la partie d'amener des regards différents, fonctionnels. Et dans une entreprise où demain il y a peut-être des agents d'IA qui, on va dire, exécutent la plupart des tâches quotidiennes, en fait, qu'est-ce qui reste aux équipes et aux humains derrière? Si précisément de collaborer ensemble, donc toutes les notions de travail d'équipe, d'amener la négociation, arriver à aligner les points de vue, parce que l'IA, elle n'a pas d'intention. Donc on se dit souvent, par exemple, vous donnez, faites une
une peinture à l'image de Van Gogh. Il peut vous générer 100 Van Gogh différents. Mais si on réfléchit bien, si on avait donné des tableaux de Delacroix et ingéré tous les tableaux classiques du 19e à l'IA, quelle est la probabilité pour qu'elle génère un Van Gogh? Ou à partir des impressionnistes, quelle est la probabilité qu'elle génère un Picasso? La probabilité est quasi nulle, parce qu'en fait c'est l'intention, et ça peut être généralisé, c'est-à-dire que on va dire la capacité de savoir où on va et comment on doit y aller, et pour ça on doit mobiliser évidemment à l'échelle d'une entreprise et aussi à l'échelle d'une société les énergies ensemble. Donc pour moi c'est ces trois compétences qu'il faut développer, y compris chez nos enfants d'ailleurs. Super, merci, une belle réflexion. Qui veut continuer? Ah, Romain. Oui, ben alors, quelles compétences est-ce qu'il faut développer? Je pense qu'on est ici au CNAM, on peut peut-être donner un petit cours sur ce que c'est que l'IA et comment est-ce que ça marche rapidement. Et en fait, je suis assez d'accord avec Agnès, il faut absolument tester les choses. Ce qui me semble important, c'est de comprendre qu'il y a un grand changement en informatique depuis 13 ans, depuis 2012. C'est que l'informatique n'est plus une informatique de précision. On ne cherche plus à faire des calculs exacts, on cherche à faire des calculs flous. Et ça, c'est fondamental pour comprendre qu'est-ce qu'on peut poser comme question à l'ordinateur. Hein, c'est un grand changement. L'IA n'est pas un logiciel. C'est intéressant aussi comme idée de dire les logiciels, tels qu'on les a connus jusqu'ici, sont des logiciels où quand vous répétez la même action, vous avez le même résultat. Et vous avez commencé, Michel, par dire que avec l'IA, c'était justement pas le cas. C'est-à-dire que vous posez 2 fois la même question, vous avez 2 réponses différentes. Et ça fait qu'effectivement, ça peut se tromper. Et il y a une notion qui me semble intéressante, qui est la notion de surface de réponse acceptable. À partir de quelles sont les questions que je peux poser où je peux accepter d'avoir une réponse qui est fausse. Et il y a des cas très clairs, c'est toute la génération d'images, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on est fasciné par ces générations d'images? C'est parce que face à une question pour générer une image, il y a énormément d'images potentielles qui peuvent répondre à cette question-là. Et ça change complètement le rapport à l'informatique, qui est un rapport de test et un rapport d'imagination. Pareil sur la génération, vous disiez tout à l'heure, la génération des fiches de poste. Quand vous voulez générer une fiche de poste, il y a énormément de manières de générer une fiche de poste qui sont acceptables pour l'humain. Donc, notion de surface de réponse acceptable. Voilà, et ça donne aussi quelque chose d'autre, je pense, que pour les entreprises, et là je ne suis pas d'accord avec vous, Grégoire, il me semble que justement depuis 15 ans, on a l'inversion des valeurs, c'est-à-dire que précédemment on disait l'informatique doit soutenir la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire que quelqu'un définit une stratégie et l'informatique est en support, et il me semble qu'aujourd'hui ça peut être complètement l'inverse, on regarde quelles sont les capacités de l'informatique et on construit une stratégie d'entreprise à partir de ça. Évidemment c'est compliqué pour les grands groupes, par contre pour toutes les startups qui n'ont pas d'historique, c'est très fort, c'est ce qu'a fait notamment Uber, qui se dit « j'ai un téléphone portable qui est géolocalisé, à partir de cette caractéristique nouvelle de l'informatique, qu'est-ce que je peux faire comme stratégie ?» Et donc aujourd'hui, je pense que l'IA, et l'IA générative notamment, va donner à chacun la possibilité de, sans être formé 5 ans en étant ingénieur informatique, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'informatique, et à partir de cette expérimentation au quotidien, imaginer de nouvelles stratégies. Très intéressant. Merci beaucoup pour le débat. Qui veut continuer? Je peux prendre la suite. J'ai peut-être 2 niveaux de questions. Déjà, parce que ça a beaucoup tourné autour de l'IA générative, mais quand même, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'IA générative. Moi, je veux vraiment le dire, notamment s'il y a je sais pas s'il y a des jeunes qui sont étudiants. Surtout, croyez pas que ChatGPT va tout faire. Donc, ceux qui veulent apprendre les maths et apprendre l'informatique, il faut le faire. On a encore besoin de ça. D'ailleurs, pour information, les outils d'IA générative, c'est fait par des gens très bons en maths et en informatique. Et on parle souvent du problème de la souveraineté numérique de la France et de l'Europe. Pour ça, on aura besoin de gens qui sont bons
sur les maths, sur l'informatique. Et ce ne sera pas juste en consommant des modèles ChatGPT ou autres qu'on sera des leaders du numérique, quoi. Voilà. Donc pour ça, c'est important pour moi, ça me tient quand même en cœur de rappeler ça. Après, et pour les autres, parce qu'effectivement, après, tout le monde ne peut pas être informaticien, et ça, c'est heureusement d'ailleurs, mais pour les autres, effectivement, là, il y a un terrain de jeu génial qui s'ouvre avec ces nouveaux outils d'IA générative. Je pense que c'est un outil vraiment d'un peu de libération du potentiel créatif des gens, parce que sans être effectivement programmeur, on peut faire des choses qu'avant on ne pouvait pas faire. Donc surtout pour ces personnes-là, testez, amusez-vous, n'ayez pas peur aussi, parce que pareil, les histoires de destruction d'emploi et tout, j'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, la meilleure façon de ne pas avoir peur, c'est d'essayer ces outils, parce qu'on voit aussi toutes les limites qu'ont ces outils, et qu'on voit que ce n'est pas des choses qui vont fonctionner en mode autonome, sans supervision humaine. Et surtout, face à ces outils, rester intelligent, en fait. Et l'objectif, c'est pas juste intelligent de comprendre comment l'outil marche, mais c'est de comprendre le champ de connaissances sur lequel vous utilisez l'outil. Si je prends l'exemple que tu citais avant des développeurs, là, c'est un super assistant quand on sait coder, parce qu'on code plus vite, on code mieux, on code plus efficace. Mais le jour où on se dira informaticien et qu'on compte sur une IA sans comprendre le code qu'elle génère, ça va poser des vrais problèmes. Et c'est vrai par rapport à la connaissance aussi. Le jour où on sera plus capable de comprendre ce que nous génère un LLM et qu'on sera plus capable de se dire « Ah oui, il y a peut-être des bêtises là-dedans » et qu'on aura une fois aveugle dans la sortie de ces algorithmes, je pense qu'on aura des problèmes. Donc voilà, il faut rester vigilant, il faut rester maître à bord, et à la fin, je pense que je suis d'accord, le message, c'est la vraie intelligence, c'est pas l'information, c'est l'intelligence humaine, et il faut toujours garder, c'est ce qu'il y a de plus important pour bien utiliser ces outils. Merci beaucoup, Michel. Agnès, le mot de la fin. Moi, je dirais juste une petite chose aussi, c'est que dans l'intelligence, il y a plein de choses différentes. Il y a l'intelligence analytique, et que l'intelligence artificielle, c'est bien reproduire. Mais il y a plein d'autres intelligences. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence créative, il y a l'intelligence pratique aussi. Et ça, ces trois intelligences-là, c'est vraiment des intelligences qui sont encore propres de l'humain, qui n'ont pas été développées par des machines. Les machines, elles savent refaire un truc qu'on leur a appris. Mais donc, l'émotionnel, le créatif et le pratique restent vraiment de l'humain. Et donc, en fait, il faut qu'on apprenne, pour le futur, ce qui est important, c'est de réussir à bien travailler la collaboration machine-humain et voir en quoi la machine peut nous aider à être plus performants. Nous aider notamment, et tu le disais très bien tout à l'heure, c'est qu'on a énormément de data à notre disposition. L'esprit humain n'arrive pas à pouvoir traiter toute cette data. La machine peut nous aider à le faire. Par contre, derrière, être capable de la synthétiser, d'en faire quelque chose, de le remettre en perspective avec une autre expérience, tu le disais, par rapport à un codeur, un développeur expérimenté ou junior, ça, c'est l'humain qui sait le faire. Et donc, c'est cette bonne collaboration humain-machine qui nous permettra derrière de vraiment créer de la valeur. Merci beaucoup. Alors, en synthèse, j'aimerais vous partager une conviction. La conviction, en fait, qu'on défend maintenant depuis une année grâce à tous les travaux de l'Observatoire des transformations managériales et RH Learning Lab Human Change du CNAM, on pense qu'en fait, il y a deux grands groupes de compétences à avoir qui sont être IA compatible. IA compatible, ça veut dire savoir prompter, ça veut dire comprendre la pensée de la machine, la pensée computationnelle, avoir d'esprit critique, savoir juger, etc., etc. Donc il y a un corpus clair pour être IA compatible. Mais il ne faut pas être addict non plus à toutes ces nouvelles technologies parce que l'IA nous vole des compétences. Et c'est pour ça qu'il faut un équilibre avec ce qu'on appelle le care proactif, c'est-à-dire développer les compétences qui nous permettent de continuer à penser et à être en proposition. C'est ce qui fera l'employabilité de demain. Et c'est quoi? Eh bien, c'est garder le pouvoir déjà sur son agenda, son temps, garder le pouvoir sur sa mémoire, sur son attention, sur son énergie, sa résilience, penser co-modalité, travailler avec les IA, les agents ensemble et qui fait quoi, etc., etc. Donc c'est dans ce doux équilibre, être IA compatible et être care proactif, que se trouvent en fait les compétences de demain et ce qu'on peut appeler les soft skills de la transformation. Voilà, c'était vraiment des éléments qui ont été partagés
vraiment avec vous. Merci à vous 4. On va donner la parole à la salle grâce à un micro dans une énergie positive. Et surtout, présentez-vous. Vous êtes un humain, on a beaucoup de chance de vous avoir. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous là? Un petit peu d'eau? Vous voulez un petit peu d'eau? Non, ça va? Vous avez? Ah d'accord. C'est de l'asthme ça, attention. Faut le pchit. Je suis retraité, mais je suis venu parce que j'ai travaillé au CNAM, enfin j'ai été étudiant au CNAM. Et je connais Gilles Garel, j'ai suivi notamment les cours d'innovation et d'autres. Hein. Bienvenue. Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience de ChatGPT ou Copilot, par exemple. Mais bon, j'ai quand même pas mal lu sur la question. Concernant les compétences dont on a besoin pour être IA compatible, j'ai lu qu'on pouvait, quand on avait posé une première question, on pouvait aider alors je ne peux pas dire le logiciel, on va dire aider l'IA en quelque sorte à progresser. Donc on peut la renseigner, mieux la guider et ainsi de suite. Donc j'aimerais que vous nous donniez quelques informations sur l'art du prompt en quelque sorte. C'est l'art de l'invite, mais amélioré. Très bien. L'art du prompt. Qui veut répondre? 1, 2, 3 soleil, Romain. Ok. Allez, l'art du prompt, les techniques. Voilà, rapide. L'art du prompt, j'ai regardé une vidéo là ce matin d'un expert en IA qui disait qu'il avait fait un prompt qui faisait 12 pages. Donc l'art du prompt, c'est peut-être quelque chose qui s'apprend. Donc c'est écrire un texte à l'IA, donc lui poser une question avec du texte, ou de la voix d'ailleurs, parce que maintenant on peut parler avec de la voix. L'idée, c'est d'être le plus clair possible sur ce que vous voulez. Donc être très très clair sur l'objectif que vous voulez atteindre, donc expliciter très clairement l'objectif que vous voulez atteindre, donner, il faut parler à l'IA comme si c'était un acteur de théâtre et lui dire voilà, tu es dans tel rôle, tu incarnes tel personnage, tu dois faire telle chose, et que tu le fasses de telle manière, etc. Et in fine, parfois, c'est aussi long de poser la question que de le faire soi-même. faut pas non plus. Mais voilà, donc l'art du prompt, on dit de poser la question en disant tu agis en tant que ou comme si tu étais, je sais pas, un expert du prompt, et aide-moi à trouver le meilleur prompt à poser à une IA, par exemple. Mais voilà, donc il y a voilà, donner du contexte. Donc il faut donner des documents de contexte, il faut donner des éléments de contexte dans le prompt. Il y a ce qu'on appelle le zero shot learning, le few prompt learning. Donc vous pouvez dire voici par exemple une question que j'aimerais te poser et la réponse que j'attendrai. Et si vous donnez 2 ou 3 exemples comme ça dans votre prompt et qu'à la fin vous posez la question que vous avez vraiment, il va s'inspirer des exemples que vous avez donnés avant pour donner une réponse qui soit dans le ton de ce que vous avez mis en premier. Mais moi, ce que je vois au quotidien des gens, ils ne font pas de prompt engineering en fait. Enfin, ils posent une question en 3 mots-clés un peu comme sur Google. Voilà, et ça fait déjà des résultats pas mal. Il y a certaines personnes qui disent que le prompt engineering va disparaître. On verra. Merci. Alors, 3 éléments pour compléter. Premièrement, monsieur, vous avez un site, céciledejoux-ia.com. Vous allez dans Prompt, vous sortez la fiche technique, vous regardez les exemples, vous vous amusez et vous faites le petit singe et ça marche super bien. Deuxième élément, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce n'est pas comme une recherche dans un moteur de recherche. C'est comme si vous parliez à quelqu'un et que plus vous serez impératif, dis-moi, génère, donne. Prenez un enfant de 4 ans. Plus vous allez donner du contexte et vous allez l'alimenter avec des choses qui vous semblent bien, positifs. C'est-à-dire un PDF qui reprend exactement la fiche de poste ou la structure que vous voulez. Plus vous allez lui donner votre profil, votre persona, dans les instructions personnalisées, et plus vous allez lui dire qui il est lui, etc., etc., plus vous aurez de la qualité. Donc, c'est vrai qu'il y a des méthodes, il y a plein de méthodes, il y a plein de tutos. Ce n'est pas un problème au CNAM, vous venez quand vous voulez, on vous forme. Mais le plus important, c'est d'engager la conversation et de lui demander ce qu'il a compris. S'il a compris, alors il pourra vous donner une bonne réponse. Quand on est en entreprise, important, on crée des bibliothèques de prompt.
on crée des référentiels de prompt, parce que l'idée, c'est pas que tout le monde prompte moyennement et qu'en fait, ce soit déceptif. L'idée, c'est que ce soit à valeur ajoutée et contrôlé, d'où les bibliothèques de prompt. Quelqu'un veut... Oui. Peut-être juste une remarque sur les enjeux en entreprise. Alors, c'est peut-être évident, donc si c'est évident, il faut juste pas oublier ce que fait vraiment par exemple, quelque chose comme ChatGPT a été globalement, ils font les réponses sur ce quoi ils ont été entraînés, sur les corpus de documents sur lesquels ils ont été entraînés. Globalement, c'est des données qui proviennent d'Internet, quoi. C'est des énormes bases documentaires avec de l'information récupérée sur Internet. Et le modèle, il peut refléter que ça, en fait. Donc, il y a tout un travail, notamment quand on veut l'appliquer en entreprise. C'est par exemple, si moi je pose à ChatGPT une question sur des documentations techniques qui sont internes à Total Energy, il sera incapable de répondre, en fait. Il va générer une réponse un peu hallucinée à partir de ce qu'il a appris sur Internet. Et donc, nous, on a des gros enjeux de connecter ces moteurs qui sont très bien pour faire de la génération à nos bases documentaires, pour rajouter ça en contexte additionnel et pour que la réponse, elle tienne compte de notre réalité opérationnelle et de notre patrimoine informationnel. Donc ça, c'est un grand enjeu de l'usage en entreprise, au-delà du prompt. Très belle remarque. Merci, monsieur, pour votre participation. Deuxième question, madame. Et après, il y a une question au fond. Ah. Oui, vas-y, Olfa, vas-y. Je vous remercie énormément pour vos témoignages et pour les cas d'usage que vous avez partagés avec nous. Donc, comme le disait Cécile, moi je suis Olfa Grezel-Zaibet, je suis maître de conférence au CNAM. Et justement, avec Cécile, on a mené une étude en partenariat avec Malakoff sur la question justement de l'IA et du dialogue social. Donc, c'est une étude, un article qui a été publié en 2022-2023. Et donc, la question que je souhaitais vous poser justement au sein de vos structures respectives, c'est en quoi justement l'IA est une pratique justement de dialogue social, c'est-à-dire en quoi l'IA perturbe, impacte positivement ou négativement la question du dialogue social et donc la question des relations sociales. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par dialogue social? C'est quoi? C'est dans les instances? Ces relations avec les partenaires sociaux. Du regard sur le syndicalisme, la question des instances représentatives du personnel ou des... Si vous voulez, je peux peut-être... C'est pour Agnès. C'est pour Agnès. Je vais peut-être un peu la prendre. En fait, ce qui est très important, c'est d'avoir vraiment une transparence et un échange avec les partenaires sociaux et leur expliquer ce qu'on fait. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'articles, surtout au début, assez anxiogènes, en disant des millions d'emplois vont disparaître, etc., etc. Quand on voit ça, alors on est collaborateur, on se dit mon Dieu, mais ça va être quoi mon job dans quelques années? Bien sûr, les partenaires sociaux relaient cette angoisse. Et donc, très vite, nous, on a, globalement, tous les trimestres, on allait devant les partenaires sociaux et on expliquait quel était notre plan, qu'est-ce qu'on fait, comment on y va. On donne des exemples d'utilisation d'IA générative. On leur a proposé aussi d'être formés en avant-première aussi sur la base. C'est quoi l'IA générative? Et on voit bien que maintenant, les questions qui sont posées, la crainte qu'il pouvait y avoir, elle est... Alors bien sûr, comme dans toute transformation, on se demande qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais il y a déjà beaucoup plus de confiance parce que les gens ont testé, ils ont vu ce que l'IA fait bien et ce que l'IA ne fait pas. Et que donc ils ont dit bah oui, il y a encore toujours la place de l'humain. Nous, on est un métier de relation avec nos clients. Et les personnes qui sont en relation avec les clients, ce sont des humains, ce sont des banquiers. Et donc ça reste là. Par contre, l'IA peut aider à rassembler des documents, préparer un rendez-vous, etc., etc. Et ça, les partenaires sociaux le voient. Donc ce qui est important, c'est de garder le dialogue avec les partenaires sociaux. Après, si ça va changer des choses dans les relations, à voir. Enfin, pour l'instant, on n'a pas identifié d'autres transformations ou d'autres. En fait, à votre niveau, vous avez l'impression que ce n'est pas un sujet en tant que tel pour les partenaires sociaux. Ben si, c'est un sujet. Ils s'y intéressent, mais ce n'est pas quelque chose qui est. C'est un sujet à partir du moment où vous êtes dans une transformation de manière de travailler. Et donc ça impacte les collaborateurs. Et ce qu'il faut faire, c'est expliquer ce qu'on fait aux partenaires sociaux. À partir du moment où vous l'expliquez, où vous êtes clair, vous revenez régulièrement vers eux, c'est bon, on avance main dans la main.
Merci beaucoup. Il y a une troisième question, je crois, une dame, et on prendra encore 2 questions. Merci et merci pour ce panel différent qui nous permet de voir un peu l'approche d'entreprise. Je suis une jeune, entre guillemets, retraitée, mais j'essaie, par rapport à l'IA, de vivre avec son temps, comme auparavant il a fallu vivre avec l'Internet, apprendre l'Internet, il faut apprendre l'IA. Moi, c'est une question que je voudrais poser à Monsieur Dupeloux, parce que je n'ai pas complètement compris l'augmentation des tâches, l'assistant. L'assistant, c'est qui est-ce qui va le créer, le former? Est-ce que c'est ça que j'ai pas compris? J'ai compris que les entreprises créent leur propre IA, mais par rapport à cette deuxième étape, comment il arrive? Il y a plusieurs modèles qui coexistent. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un outil comme Copilot, ou même si vous avez ChatGPT chez vous, vous pouvez vous créer vos propres assistants qui sont spécialisés, vous pouvez même les publier. Et donc en entreprise, nous on voit en fait des clients, et puis nous on a ça aussi, on peut publier, c'est-à-dire par exemple, vous avez un métier, par exemple vous êtes un juriste, vous pouvez configurer un assistant pour revoir les contrats que vous mettez à disposition, que vous publiez pour les commerciaux, pour qu'ils ne viennent pas vous voir systématiquement. Ça leur permet d'analyser les documents de base et d'avoir une première revue. Ça, c'est un exemple. Donc, en fait, il y a un côté un peu démocratique. Et puis après, évidemment, l'entreprise peut configurer des assistants spécialisés. Je donnais l'exemple de cette entreprise de services techniques. Là, c'est quelque chose qui a été créé et qui est mis à disposition des techniciens, mais qui est créé par les services experts et qui est un outil qui a été testé, validé, etc. Donc ça, c'est vraiment sur le niveau d'assistante. Après, sur le niveau d'augmentation, en fait, c'est vrai que le mot augmentation, il est un peu flou, il peut être équivoque, mais c'est vraiment l'idée d'avoir des IA qui ne sont pas juste... Un assistant, en fait, vous lui posez une question, il est spécialisé sur quelque chose, il vous répond, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. L'agent, ou quelque chose qui vient augmenter, on va dire, dans les process de l'entreprise, par exemple, c'est... Il y a un certain degré d'autonomie qui est donné, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous confiez, par exemple, à un agent le soin de traiter un certain nombre de demandes clients qui arrivent et vous le dotez d'un certain nombre d'outils pour le faire, en fait. Vous lui déléguez, en fait, vraiment une partie du travail, en fait. Ce qui est encore un niveau supérieur, c'est-à-dire il y a un niveau d'autonomie et puis un niveau de pouvoir prendre des actions. Alors, dans le premier cas, l'assistant, en fait, il vous aide juste à digérer de la connaissance, à vous apporter des réponses qui peut être spécialisées. Voilà. Et donc, mais vous pouvez vous configurer vos propres assistants et voire même, il y a des outils qui permettent maintenant de commencer à créer vos propres agents. Si vous voulez avoir un agent qui répond directement à vos emails, c'est pas si compliqué, c'est pas si compliqué à faire. Merci beaucoup pour la question. Alors, monsieur là-haut, vous avez une question. Bonjour et merci pour votre intervention. Donc moi, je m'appelle Paul et je baigne dans le milieu de l'IA et de l'automatisation. Bon, c'est plus récent que Michel ou Romain, parce que moi, ça fait seulement 2 ans. Donc c'est principalement avec l'IA générative que j'automatise des processus. Enfin, je n'automatise pas directement, mais je viens identifier les besoins. Et derrière, on a des équipes qui sont en charge d'automatiser. Moi, je me suis rendu compte par mon expérience qu'en fait, le principal frein dans l'automatisation va être principalement lié aux humains et à l'expression des besoins, en fait, sur des processus qui ne sont pas toujours conscients. Par exemple, pour générer une présentation PowerPoint, il y a tout un tas d'étapes. Ce n'est pas simplement générer une présentation. On va aller checker à des endroits les sources de données. On va aller chercher la donnée. On va aller regarder les données disponibles en interne dans l'entreprise. On va appliquer sa charte graphique. Il y a tout un tas d'étapes inconscientes dans cette expression du besoin qui ne sont pas forcément simples à collecter. Et ma question, c'est de savoir en fait comment vous faites pour... parce qu'on a des gros enjeux d'automatisation des processus qui sont en train d'arriver, pour collecter à l'échelle en fait, tous ces besoins auprès des collaborateurs. Une fois qu'on a passé la phase d'acculturation et que donc on passe à l'étape suivante donc d'automatisation des tâches répétitives et chronophages, comment on fait pour collecter ces besoins à l'échelle et
et justement toutes ces choses qui peuvent être parfois inconscientes, et faire que les collaborateurs puissent exprimer leurs besoins et qu'on puisse en fait réussir ces projets d'automatisation sans perdre d'argent et essayer d'en gagner. Messieurs, la question est pour vous. Alors, je suis tout à fait d'accord avec votre constat. C'est-à-dire que l'humain bloque beaucoup la mise en production des projets d'IA. Ça, c'est très clair. Il y a une espèce de peur de lâcher le contrôle. Et d'ailleurs, pourquoi pas avec raison. Voilà. Sur ce qui est l'enjeu du consultant qui va faire une collecte des besoins, moi, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai utilisé l'IA pour faire ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir les personnes une à une, on a mis en place un formulaire de questionnaire à champ libre où, avec une plateforme, les gens peuvent prendre des notes audio et envoyer un audio à une IA, écrire des emails à une IA, et tout le monde peut se connecter à une IA qui reçoit tout. Et ensuite, on demande à l'IA d'analyser tous les entrants comme ça, de faire le tri entre les entrants qui sont hors sujet, parce qu'en fait, il y a des gens qui abusent, voilà, et les entrants qui sont intéressants pour la problématique, et de faire des résumés des idées qui sont souvent énoncées, ou des idées qui sont uniques, et finalement, on gagne tout le temps d'analyse et de discussion avec les gens, en ayant juste un rapport qui est fait par l'IA avec le soulignement des différentes typologies de questions ou différentes typologies de cas d'usage. Alors ça, c'est bien, mais ça ne résout pas la problématique. Le deuxième enjeu, c'est toujours d'aller convaincre la direction générale de mettre de l'argent pour faire quelque chose. Et là, la bonne étape, il me semble, c'est d'aller voir le directeur financier donc le DAF, pour tenter de mesurer les impacts économiques potentiels en termes de chiffre d'affaires, en termes de coûts, qui justifieraient un ratio d'investissement avec un ROI à terme sur l'une des idées qui a été... voilà. Donc c'est clair que on dit toujours que 90% des projets en IA ne passent pas à la prod. Je pense qu'il y a énormément d'humains. Moi j'ai vu des choses qui fonctionnent et qui sont pas mis en prod parce que l'humain veut pas, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Un retour d'expérience aussi sur ce que nous on fait ça, c'est un peu au quotidien avec nos clients. En fait, les projets d'IA en fait sont compliqués à gérer de façon traditionnelle, où vous collectez les besoins, ensuite vous faites des spécifications, vous développez. Nous, ce qu'on voit bien marcher, c'est d'abord des équipes pluridisciplinaires. C'est-à-dire avoir à la fois des gens qui connaissent très bien le process métier et le besoin, le domaine concerné. Le deuxième, c'est avoir aussi des designers dedans, c'est-à-dire des gens qui comprennent aussi, parce qu'à l'arrivée, il y a une application quand même si derrière il y a des modèles, etc. À l'arrivée, la façon dont ça va être consommé par les gens, il faut que les utilisateurs comprennent ce qui est mis à leur disposition. Il faut que l'outil soit intelligent et résolve vraiment un problème. Et vous imaginez pas le nombre d'outils qui sont développés et qui ont l'air très intelligents dans des salles de réunion. Vous les déployez sur le terrain et les gens ne comprennent pas comment les utiliser parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment essayé de comprendre. Donc vraiment, le côté empathique, ce qu'on appelle design thinking, c'est hyper important. Et puis après, des bons architectes essaient de les mettre ensemble et de mettre ça dans un mode agile où en fait vous délivrez. L'avantage avec l'IA, c'est qu'on peut prototyper très vite des trucs en 2-3 semaines. Ça permet par essai-erreur d'y arriver, notamment aussi parce que lorsque vous travaillez avec de la data et que vous travaillez avec des modèles de langage, il y a un côté un peu imprévisible qui fait qu'en fait, tant que vous ne l'avez pas testé dans la vraie vie, c'est compliqué de voir les résultats. En fait. Donc nous, ce qu'on voit bien, c'est ces équipes pluridisciplinaires en fait, qui travaillent et puis qu'ensuite qui suivent les projets, et de façon itérative, on finit par arriver à quelque chose qui délivre la valeur et parfois ça nécessite de passer par des chemins de traverse ou de faire pivoter le projet, parce qu'on s'aperçoit que l'idée qu'on avait au départ, en fait, c'est pas exactement ça, ou qu'il faut la découper différemment. Merci.
Une petite. Vous voulez que je parle? Oui, Bon, allez, je peux allez, parler. Le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. Pour compléter, moi, en fait, je ne sais pas si j'ai une recette magique, mais je peux vous dire comment nous on fait chez Total Energy sur ces sujets. Je pense parce qu'on a parlé beaucoup de formation, mais il y a une dimension très importante qui est gestion du changement aussi, parce que c'est vrai que quand on déploie de l'IA sur le terrain, quand ça marche bien, ça peut changer les façons de travailler, et ça, il faut l'anticiper. Et pour moi, pour trouver les bons cas d'application, pour moi, ce qu'on fait beaucoup, en fait, c'est de travailler avec les gens sur le terrain et sur le métier, en fait. On travaille aussi avec des consultants, mais à la fin, il faut aller ceux qui ont des problèmes, c'est nos collègues sur le terrain. Et il ne faut pas imaginer ce qu'on veut faire dans des bureaux déconnectés. Donc nous, on va dans des usines, on regarde avec nos collègues, on regarde leurs problèmes. Et c'est leur faire prendre conscience, en fait, leur dire, mais là, regarde, peut-être ça, tu peux le faire différemment, et leur ouvrir un peu les yeux sur ce qu'ils peuvent faire différemment. Donc nous, en fait, toute la vision un peu de transformation, elle est portée chez nous par des responsables de transformation digitale, mais qui sont des gens qui viennent du métier, en fait. Donc c'est des gens, donc sur chacune des branches opérationnelles de la compagnie, on travaille avec eux. Moi, j'amène la réponse technique avec mes équipes, mais c'est vraiment porté par le métier. Et après, effectivement, travailler en interaction, c'est bien. Et avec ces personnes-là. Donc nous, dès qu'on lance un projet, on a alors dans les mots un peu de la tech moderne, on appelle ça product owner, mais qui est quelqu'un qui vient du métier, qui est assis avec nous, avec les informaticiens, et on construit ensemble la solution. Donc lui ou elle amène la voix du terrain, et on s'assure qu'on fait quelque chose d'utile et qui marche. Et ensuite, effectivement, c'est un peu ce que je disais ce qu'on disait un peu plus tôt, dans cette phase de développement, aussi pas penser que le modèle, mais penser comment l'humain va interagir avec, dans le temps aussi, parce que la réalité, c'est qu'aussi les modèles, au bout d'un moment, marchent moins bien. Il faut anticiper ça aussi. Qu'est-ce qu'on met comme mécanique de contrôle des modèles, de réentraînement des modèles quand c'est nécessaire. Et voilà, l'intelligence artificielle en production, c'est tout ça aussi. C'est pas que des modèles et de l'informatique, mais c'est aussi penser des processus futurs avec les bonnes interactions entre un algorithme et un être humain. Merci. Agnès, c'est bon? Ok. Alors, on va terminer. Oui. Le professeur et directeur de l'école de numérique et l'IA a une question. On l'écoute. Alors, j'avais une question qui a déjà été partiellement répondue sur la crainte de la perte de compétences que pouvait apporter aussi l'IA générative notamment. Parce que je vois ça avec mes étudiants qui n'ont pas l'esprit critique, qui prennent la solution telle qu'elle, qui ne savent pas... Donc l'importance d'avoir un humain qui reste avec des connaissances, sinon on génère des fiches de poste avec l'IA, on envoie des CV générés par l'IA et qui sont filtrés par l'IA. Bon, ça devient un peu n'importe quoi, et s'il n'y a pas l'humain derrière des compétences, voilà. Donc je vais plutôt poser une autre question qui je trouve intéressante, et ça nous projette aussi un peu sur un autre tableau de plus tard. On a vanté, on a fait la promotion quand même de l'IA générative, comme quoi ça a amélioré pas mal de choses, ça a changé nos métiers, et ça nous faisait gagner du temps, de la pertinence peut-être. Mais on voit que par exemple Microsoft, ils ont dû rouvrir une centrale nucléaire, que Google, 7 mini-réacteurs nucléaires. On est sur des solutions d'entreprise où on va, alors évidemment pas ouvrir une centrale nucléaire, mais on va quand même acheter des GPU à tour de bras. Et à l'époque de la décarbonation, est-ce que justement dans la transformation du travail, il ne faudrait pas aussi inculquer un peu la rationalisation de l'utilisation justement de l'IA générative? Alors, la question dérangeante est venue des professeurs du CNAM, donc nous sommes dans la bonne maison, mais c'est une question fondamentale. Est-ce qu'il n'y a pas une attitude peut-être numérique à avoir pour pouvoir utiliser les choses quand ça vaut le coup? Mais je pense que ça, dans les formations d'acculturation, on en parle, n'est-ce pas? Oui, mais vous avez 1000 fois raison, bien sûr. Et on voit quand même beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT pour demander une recette. Franchement, on n'a pas besoin. Il suffit d'aller faire une demande de Google. On sait qu'une requête sur ChatGPT, c'est 10 fois plus générateur d'empreinte carbone que voilà. Il faut aussi expliquer ce que ça génère. Et ça, c'est une des choses que nous, on a fait dans les règles, un peu les do's et les don'ts, utiliser les modèles d'IA quand on en a vraiment besoin, quand ça vaut le coup. Voilà. On peut tester, il faut tester quand même, mais au bout d'un moment,
ne plus que passer par ça, c'est complètement... Et puis alors, il y a autre chose aussi, ça, avec nous, nos spécialistes développeurs d'IA, ils s'engagent aussi à utiliser les bons modèles. On n'est pas obligé d'utiliser des modèles extrêmement puissants pour tout. Il y a vraiment aussi, et je pense qu'on va gagner de plus en plus, mais je vais laisser les spécialistes en parler, mais on va être de plus en plus précis dans l'utilisation des modèles en fonction du besoin. On n'a pas besoin à chaque fois d'avoir le gros mastodonte. Après, sur cette question-là, si vous prenez un peu de recul, c'est la même question qui se pose en fait sur toutes les ressources dont on dispose, où on s'aperçoit que finalement, c'est des ressources qui sont limitées. L'énergie, à quoi est-ce qu'on utilise l'énergie? On construit des infrastructures. Est-ce qu'une autoroute est utile ou pas? Et dans une entreprise, nous, c'est le premier sujet sur lequel on fait travailler nos clients, c'est de dire, voilà, vous avez trouvé des idées, c'est pas compliqué, vous pouvez générer 1000 idées. Après, c'est quoi les top 3 idées qui vont faire la différence par rapport à la mission que vous avez? Parce qu'en fait, vous avez l'argent, vous avez la bande passante et l'énergie pour développer 3 idées et les emmener au bout. C'est lesquelles que vous prenez sur les 1000, en fait. Et l'intelligence artificielle, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que c'est juste un outil qui est peut-être plus puissant que ceux qu'on avait avant, mais en fait, on en revient, en fait, ça fait juste poser la question qu'en fait, on devrait tous se poser, qui est, on a des ressources limitées, que ce soit des ressources humaines, des ressources de matériaux, des ressources naturelles, à quoi on les utilise et qu'est-ce qui fait du sens pour les gens et pour la société. Je peux peut-être juste donner les usages, je pense que je suis tout à fait d'accord, je peux peut-être juste donner un retour aussi d'un point de vue plus d'un énergéticien en fait sur ce sujet. Je pense qu'aussi il faut penser que les technologies à la fois énergétiques et aussi de modélisation vont évoluer et probablement positivement aussi, peut-être juste quelques exemples. Donc, déjà l'efficacité des modèles en eux-mêmes, alors même si les chiffres ne sont pas tout à fait limpides, mais par exemple quelque chose comme un outil comme DeepSeek, il semblerait que c'est beaucoup moins consommateur en entraînement, alors pas forcément pour l'inférence, mais en tout cas pour l'entraînement. Donc il y a, je pense, que les progrès technologiques sur les modèles en eux-mêmes. Après, il y a des progrès technologiques sur les infrastructures de calcul. Par exemple, nous, alors c'est pas pour l'IA générative, mais nous, chez Total Energy, on a des grosses capacités de calcul. On a un supercalculateur APO qu'on utilise, alors un petit peu pour du machine learning, mais surtout pour de la simulation ou des modèles de simulation numérique. On a réussi, donc on change régulièrement la technologie de ce supercalculateur. La nouvelle version qui est actuellement utilisée par rapport à l'ancienne a été designée pour consommer 87% d'énergie en moins. Donc il y a des efforts à faire sur les capacités de calcul. Et après, il y a aussi sur l'approvisionnement de tous ces data centers et toutes ces fermes de calcul d'IA. Donc ça, nous, c'est finalement, même pour nous, c'est un business en tant que fournisseur d'électricité. Les chiffres qu'on a en tête, c'est aujourd'hui la consommation d'électricité mondiale liée au data center, c'est à peu près 2% de la consommation mondiale. Les projections que nous, ça dépend des scénarios, les scénarios de Total Energy par rapport à ça, c'est à 2030, ça passera à 4 à 6%. Et du coup, nous, on a on travaille en fait avec des grandes entreprises du numérique pour les aider aussi à décarboner l'activité de leur data center. Juste un exemple, parmi d'autres, donc on vend des PPA d'électricité bas carbone. Et aussi, on a des actions, par exemple, souvent ces grands data centers utilisent en énergie de backup des générateurs au diesel. Donc, par exemple, nous, on a des contrats avec certaines entreprises de numérique pour les aider à les remplacer, par exemple, par des systèmes de stockage d'électricité, avec notre filiale Saft qui fait des systèmes de stockage d'électricité. Donc je pense qu'il y a aussi une réponse qui est, effectivement, il faut être conscient de l'usage et pas faire n'importe quoi, mais la technologie va aussi nous aider à être plus efficients dans ce domaine-là. Ouais. Merci beaucoup. Alors pour conclure, Romain va nous parler de philosophie. Ah non, de data, d'énergie. Je voulais répondre à la question précédente sur l'énergie. Voilà, ce qui me venait en tête, c'était une recommandation pour réfléchir à la question. C'est une conférence qui a été faite par Jean-Baptiste Fressos, qui s'intitule « Une histoire politique du CO2 », où il explique sur les temps longs depuis le 19e siècle d'où vient le CO2 qui est dans l'air.
C'est extrêmement intéressant. Et à la fin de sa conférence, qui dure 1 heure, vous la trouverez sur YouTube, il y a une dame dans le public qui lui dit, mais ce qu'il explique, c'est que plus on change les sources d'énergie, plus les sources d'énergie se cumulent et ne se remplacent pas. Et donc le CO2 continuera. C'est très intéressant. D'ailleurs, il dit aussi que c'est la Seconde Guerre mondiale qui a le plus créé de CO2 au XXe siècle. Voilà. Et à la fin, il y a une dame qui lui dit, mais alors, qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Et sa position à lui, c'est, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'en sortirait. Ça plombe peut-être un peu l'ambiance, mais je trouvais que voilà, le problème, il n'est pas que l'IA accentue le problème. Moi, je ne crois pas du tout au technosolutionnisme. Disons que l'IA va diminuer, mais dans les normes en plus comptables des entreprises, quand vous prenez le cercle 1, cercle 2, cercle 3 sur la comptabilité carbone, le cercle 3 est toujours supprimé, enfin pas pris en compte, ce qui fait que les fournisseurs de GPU pour les data centers ne sont pas pris en compte, leurs propres émissions carbone ne sont pas pris en compte sur la réduction de la création de CO2 dans les data centers. Donc ça pose un vrai problème de comptabilité. Mais c'est un problème politique de normalisation des règles de compte par rapport à ça. Voilà, mais je vous invite, sur cette question-là, la conférence de Jean-Baptiste Frézos, Une histoire politique du CO2, me semble très intéressante pour avoir une vision sur le temps long. Voilà le prochain sujet pour les élèves. Super. Merci pour votre attention. On retiendra 2 secondes. En conclusion, 3 mots. 3 mots. Premier mot, on teste. Même si ça coûte un peu en énergie, il faut quand même tester pour savoir de quoi on parle. Deuxième mot important, on apprend, parce qu'en fait, il y a quand même très important des méthodes, il y a des outils, et il faut y aller. Et si vous parlez quelque chose que vous n'avez pas testé ou vous n'apprenez pas, bon, ça reste du dialogue de comptoir. Et puis, troisièmement, très important, demain, c'est ceux qui vont cultiver tout ce qui est purement humain en termes de compétences, qui seront toujours employables. Alors, on aura tous, bien sûr, notre assistant, on sera augmenté, ça sera une commodité, mais pensez à réfléchir, à mémoriser, à vous focaliser et à développer ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous avez appris, et pas à vous laisser enfermer dans de l'addiction ou tout demander à un assistant qui, à la fin, se retournera peut-être contre vous. Donc on reste maître de son destin. Merci et au mois prochain.